Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech. C'est l'édition du vendredi, vous savez, c'est l'occasion de se plonger davantage dans un sujet à travers une personnalité. Aujourd'hui, mon invité est la présidente pour la France d'une entreprise centenaire dans l'informatique. Alors d'abord dans le calcul d'ailleurs, puisque c'est une entreprise qui est née avant même les premiers ordinateurs. Je parle du créateur même du PC, du personal computer. Il s'agit donc de la présidente d'IBM France qui est en plateau dans Smart Tech. Aujourd'hui, on va parler de cette période complexe, de cette grande restructuration que vit IBM en ce moment. Et se poser cette question, c'est aussi regarder comment évolue le secteur du numérique et de l'informatique. Ce sera donc la grande interview dans quelques instants. Et ensuite, on refermera Smart Tech sur notre rendez-vous dans l'espace qui sera dédié aujourd'hui à l'actualité du spatial liée au conflit en Ukraine. Vous verrez, l'actualité est riche aussi dans ce secteur. Mais tout de suite, place à la grande interview. C'est la grande interview Big Blue. Alors IBM, c'est International Business Machine, c'est ce qu'on s'en souvient, je ne suis pas sûre, mais son autre surnom, c'est l'éléphant, ou encore Big Blue, qui est lié à la couleur que portaient sur leur bleu de travail les salariés de l'entreprise. Une entreprise informatique plus que centenaire aujourd'hui, qui est représentée en plateau par Béatrice Kozowski, la présidente pour la France d'IBM. IBM, donc née en 1911, pionnier de l'informatique, devenu un spécialiste des gros systèmes informatiques pour les entreprises. C'est le créateur du PC en 1980 et finalement, je dirais qu'aujourd'hui, ça reste la référence. Le personal computer reste à l'image de ce qu'a créé et imaginé IBM. Mais finalement, cette période, c'est aussi une période très chahutée pour IBM qui décide, moins de 10 ans après cette sortie, d'abandonner le marché du PC grand public pour engager une restructuration et finalement se concentrer sur le conseil aux clients, l'apport de solutions digitales pour les entreprises. C'est un virage majeur qui est d'ailleurs suivi par l'ensemble de l'industrie informatique professionnelle par la suite. Donc là encore, on voit IBM pionnier dans sa stratégie. Et puis plus récemment, autre virage important, octobre 2020, IBM décide de changer ses plans à nouveau. Il se sépare en deux entités distinctes. C'est une autre structure maintenant indépendante d'IBM. Elle s'appelle Kyndryl, qui récupère l'activité de gestion des infrastructures IT des entreprises. Bonjour Béatrice Kozowski, voilà pour le paysage. Que reste-t-il en fait aujourd'hui de IBM après cette scission qui a été finalement mise de manière opérationnelle à l'épreuve depuis novembre 2021, donc il n'y a pas très longtemps? Alors aujourd'hui, c'est la nouvelle IBM. En fait, c'est pour nous un recentrage sur des activités à très forte valeur ajoutée qui nous paraissent être vraiment des raisons d'investissement et d'approfondissement pour ne pas se disperser, je dirais, parce que nous sommes, comme vous l'avez rappelé, sur un secteur d'activité qui est extrêmement exigeant en capitaux, en investissement, que ce soit en R&D, en acquisition, on le voit, en développement de compétences. Donc, aujourd'hui, la nouvelle IBM, elle se recentre sur ces deux piliers fondamentaux que sont le consulting et que sont la technologie. Et avec vraiment... Alors, quand on dit la technologie, c'est-à-dire, parce que c'est assez vaste. Voilà, absolument. Et les deux thèmes que l'on sert, je dirais, c'est tout ce qui est hybrid cloud et tout ce qui est data et AI, data et intelligence artificielle avec la cybersécurité en transverse. Donc la technologie, clairement, et vous avez évoqué les grands systèmes, donc on va retrouver les grands systèmes qui sont, je dirais, dans une phase de modernisation et d'innovation permanente. On continue à beaucoup investir sur cette technologie. Le domaine du power, le domaine du stockage. Les infrastructures, ce sont aussi les services que l'on peut consommer autour de notre cloud public. Donc clairement, le positionnement de notre cloud, c'est d'être sur les activités essentielles, extrêmement sensibles, très réglementées. C'est la raison pour laquelle nous avons annoncé notre cloud bancaire il y a 3 ans. Donc je dirais qu'on était aussi précurseur en la matière et qu'on est dans un mode opératoire et des technologies extrêmement sécurisées. Le plus haut niveau de sécurisation possible. Donc là, je dirais que vous retrouvez toute l'activité hardware.
Et on est en train de préparer l'avenir avec le quantique, voilà, qui fait l'objet de beaucoup d'investissements et puis de beaucoup de progrès. On a annoncé en novembre dernier le fait qu'on est capable, avec ce processeur Eagle, d'avoir 127 qubits, ce qui est donc majeur parce que ça ne peut plus être simulé. Donc les simulateurs s'arrêtent autour de 50 qubits. Et surtout, ça nous met sur notre trajectoire pour atteindre plus de 1000 qubits en 2023, ce que nous avions annoncé. Et là, on va pouvoir véritablement utiliser le quantique pour démontrer l'avantage quantique sur des cas d'usage réels. Voilà. C'est presque un recentrage, un retour presque aux origines d'IBM, parce que je disais que l'entreprise est née avant les ordinateurs. En fait, l'activité de départ, c'était le calcul. Absolument, vous avez tout à fait raison. Et avec un cas d'usage qui était important, qui était le calcul des heures de travail des ouvriers, par exemple, dans les usines. Donc, et là, quelle est la vision alors pour, on va dire, les 10 années à venir? Donc la vision, elle est... je voudrais vraiment associer à la technologie le software, parce que évidemment le software est absolument fondamental, bien sûr. Donc la vision, c'est vraiment d'accompagner les entreprises vers l'hybride cloud, parce qu'on sait très bien qu'un modèle qui serait uniquement sur du cloud privé ou uniquement sur du cloud public serait vraiment limitatif, très réducteur. Ça ne permettrait pas aux entreprises d'aller profiter de tous ces services qu'aujourd'hui beaucoup de sociétés apportent et vont continuer d'apporter dans leur innovation, mais de façon agile, avec un time to market qui soit le bon, et surtout le fait de pouvoir se déporter sur n'importe quel type de delivery, des clouds privés, des clouds publics, en edge, par exemple, qui est évidemment un gros domaine de développement. Donc tout ça, ça milite pour avoir des clouds hybrides, où on s'appuie vraiment sur toutes ces, tous ces modèles d'infrastructures, et on crée avec la containerisation, et c'est pour ça que nous avons racheté Red Hat avec notre couche OpenShift, on crée la possibilité, en fait, si vous voulez, d'utiliser tous les services de façon agile, portable. Alors on va revenir sur Red Hat. Moi, ce que j'entends, c'est que donc on se ressente sur une entreprise hyper technologique, donc oui, beaucoup de recherche et développement. Absolument. 6,5 milliards l'an dernier. En année de préparation de scission, comme vous l'avez rappelé, on a fait un investissement record en R&D. On va continuer. Chez nous, la R&D, ça veut dire qu'on sort 25 brevets par jour en moyenne, hein. 28 années. C'est combien de brevets IBM d'ailleurs au total? Il faut refaire le calcul dans l'autre sens, mais c'est plus de 8000 chaque année, en fait. Et ça fait 28 années de leadership consécutif, si vous voulez. Alors, encore une fois, je pense que ce qui est fondamental, c'est l'utilisation, la pertinence de cette innovation, de ces brevets, à quoi ça sert, dans quelles conditions on les utilise. Et là, pour moi, ça va de pair avec un sujet sur lequel on investit aussi beaucoup, parce que c'est de l'investissement en argent, je veux dire, des équipes de recherche là-dessus, sur toute cette notion d'éthique, on en parle beaucoup, notamment pour l'IA, mais pas uniquement, qui nous amène en fait à développer des produits, par exemple, et qu'on met après en open source, c'est ce qu'on a fait notamment pour identifier des biais sur des applications avec des moteurs d'IA, par exemple. Mais ça nous amène aussi à prendre des positions comme on a fait en 2020, quand on a dit on va s'arrêter sur la reconnaissance faciale, alors qu'on en a sous le pied, clairement. On va s'arrêter parce que les conséquences sur le plan éthique nous paraissent totalement inacceptables. Voilà, donc je pense que ça, c'est vraiment important de pouvoir... Donc c'est un travail aussi de réflexion très en amont sur les évolutions technologiques à venir. Mais j'ai envie de vous poser la question du business model aussi, parce que si on ne mise que sur la R&D, comment on se rémunère finalement? Alors, la première chose, je vais vous dire ce sur quoi on ne se rémunère pas, parce que ça nous définit bien. Notre business model n'est pas dépendant des données. Voilà. Donc, on est une entreprise B2B, fondamentalement B2B, et nous travaillons pour aider nos clients eux-mêmes à aller être très compétitifs et donc à aller valoriser leurs données, les protéger, les valoriser, etc. Ça, c'est absolument fondamental. On a beaucoup investi, je vous parlais de notre activité logicielle, on a beaucoup investi dans le logiciel, notamment sur toutes les capacités pour de bout en bout, si vous voulez, travailler sur les données, la gouvernance des données, la protection des données, le nettoyage des données, tous les travaux de corrélation, d'automatisation, de blockchain. Dans tous ces domaines-là, si vous voulez, on a tout le dispositif pour que les clients puissent vraiment créer des nouveaux services et avoir vraiment des avantages concurrentiels très forts dans leur métier. Mais là, vous n'avez plus la branche, justement, qui vous permet de faire le lien entre ces technologies et la gestion des parcs des clients. C'est le deuxième pilier. Ouais.
qui est très conséquent, hein, je tiens à le dire, parce que c'est une activité de plusieurs milliards au niveau mondial. En France, notre ambition, on l'a communiqué très clairement, c'est de doubler notre taille dans les 3 ans qui viennent. Donc IBM Consulting France, qui emploie des milliers de personnes aussi en France. Donc c'est une activité qui accompagne les clients sur leur roadmap digital, sur la modernisation de leurs applications, sur l'usage justement de toutes ces technologies dont on parle. Donc voilà, donc on a ce bras armé de consulting qui est en fait complémentaire de l'activité que nous avons séparée, qui s'appelle maintenant Kyndryl, qui est vraiment dans les services d'infrastructure et l'infogérance. IBM France, qu'est-ce que ça représente ? Alors déjà, ça représente, je pense, probablement la plus française des entreprises américaines. D'accord. Mais oui, parce que vous l'avez dit, c'est vrai qu'on a plus de 110 ans. En France, on a été créé en 1914, première filiale qui s'est établie en dehors des États-Unis, c'est la France. Et c'est important, je dirais, cet ancrage à la fois territorial, on a 19 sites en France, et cet ancrage sur la durée, parce que ça permet d'éprouver justement la confiance dans les moments d'élan et dans les moments aussi peut-être plus compliqués. Oui, parce qu'en ce moment, justement, en France en particulier, on porte des sujets forts autour de la souveraineté numérique. Au niveau européen, puisqu'on a la présidence de l'Union européenne, c'est aussi un sujet qui est adressé par le président français, par Thierry Breton. Cette importance de réguler aujourd'hui les géants du numérique. Alors, vous l'avez dit, votre business model, c'est pas celui des GAFAM, oui. On l'a bien compris, mais enfin, vous faites partie quand même de ces géants du numérique. Vous proposez des solutions de cloud, donc de gestion des données. Vous êtes concerné par ces régulations. Comment est-ce que vous voyez tout ça arriver ? Est-ce que ça vous inquiète, ces restrictions sur l'extraterritorialité des transferts des données, par exemple ? Alors, c'est un sujet qui est exigeant. On l'a vraiment approfondi. On est très engagé dans ce domaine-là, que ce soit au niveau français ou au niveau européen. Et donc, on le comprend, en fait. On le comprend, on le respecte. Et je considère que c'est à nous de nous adapter pour que, à la fois les clients et les pays, et en particulier la France, qui est quand même très en avance, je dirais, sur l'expression du cadre de cette souveraineté, pour qu'ils soient rassurés. Donc, vous disiez vous et la France. Déjà, ce que je voudrais dire, c'est que on investit en France. On investit en France. Vous avez vu notre inauguration à Saclay. Donc, le fait d'être un acteur de confiance, c'est aussi ça, c'est de montrer que même si on est une société américaine, là on est une société de droit français, on continue à investir en France et à préparer aussi le futur. Alors en fait, je dirais que pour nos clients, déjà, notre credo, c'est que les clients soient souverains. En fait, j'inverse le raisonnement, qu'ils soient souverains de leurs données. Donc ça veut dire que déjà, effectivement, il faut des technologies, qu'elles soient matérielles ou logicielles, qui leur permettent d'avoir véritablement la souveraineté de leurs données. Donc, après, il y a toute une artillerie sur le plan juridique. Nous, c'est très clair. C'est vrai qu'on est une société de droit français, donc on n'est pas soumis au Cloud Act. Après, bien évidemment, la question peut se poser, oui, mais sous la pression, qu'est-ce que vous feriez si... Bon, donc là, je vais vous dire très factuellement, parce que c'est intéressant. Donc nous, notre position a été de dire, et c'est un engagement qu'on a pris de façon très affirmée, par écrit, par oral, qu'on ne donnerait pas les données. On ne se soumettrait pas à cette pression qui nous viendrait et qu'on respecterait les lois de notre pays. Voilà. Et vous pensez avoir un positionnement différent, cela, par exemple, sur le cloud des GAFAM, des Google, Amazon, Microsoft ? Alors, je ne veux pas préjuger des autres. Je sais ce sur quoi nous travaillons. Les groupes de travail sur lesquels nous sommes investis pour nous assurer que la réglementation même européenne, à laquelle nous sommes très favorables, est bien satisfaite. Je dirais qu'aujourd'hui, nous, à nos clients, on leur propose des solutions qui sont uniquement dans l'Union européenne, si ça leur convient pour les données. Ils ont la possibilité pour un certain nombre de technologies qu'elles restent absolument en France. Et par rapport aux annonces récentes, je dirais, du cadre de cloud souverain et de Secnum Cloud qui a été exprimé de façon très précise en France, en fait, nous... Parce que les premiers accords qu'on a vus, c'était avec Google et Amazon, Absolument, et Microsoft, absolument. Donc nous, en fait, c'est très simple. On considère que nous sommes le partenaire technologique d'acteurs qui sont eux-mêmes Secnum Cloud. Voilà. Donc c'est comme ça, en fait, qu'on a trouvé un modèle. Donc en fait, on a déjà des alliances et on travaille sur des alliances qui sont stratégiques pour nous.
pour les clients français qui sont vraiment soumis à une exigence Secnum Cloud, pour qu'ils puissent bénéficier de notre technologie, mais en s'appuyant sur un acteur avec qui nous avons une alliance et qui est Secnum Cloud. Par exemple, qui le sera. Vous auriez des exemples? Voilà, ça sera communiqué dès que ça sera disponible. Mais en tout cas, vous pourriez travailler avec des acteurs du cloud français? Absolument. Voilà, des acteurs importants qui sont ou qui seront Secnum Cloud et dans un horizon proche, voilà, parce que pour nous c'est important de ne pas attendre 2-3 ans pour être capable de proposer ces dispositifs. Maintenant, je voudrais insister sur quelque chose, parce que tout à l'heure j'ai parlé du cloud bancaire et c'était volontaire. On a la même chose, je dirais, dans le domaine des telcos. On a des technologies qui sont plus sécurisées que le Secnum Cloud et nos clients le savent. Je pense notamment au confidential computing ou par exemple des capacités sur les clés de gestion des clés d'encryption et de la mise sous contrôle absolue entre les mains du client. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun collaborateur d'IBM qui ne peut accéder à ces clés d'encryption, qui est un unique IBM en fait. Donc si vous voulez, la technologie, ça peut aller très loin pour sécuriser, rassurer dans ce monde où effectivement c'est normal qu'on se pose des questions. Donc il y a bien le côté contrôle, maîtrise, souveraineté et le côté sécurisation. Le cloud bancaire, il a plus de 230 contrôles qui sont en temps réel et qui permettent de sécuriser ça et aussi de donner la traçabilité, ce qui est très important, notamment dans les secteurs d'activité très réglementés. Comme banque, par exemple, vous pouvez citer qui ? Alors, la banque, on a 60 banques déjà qui sont dans notre Advisory Council, qui travaillent en fait à la co-création de toutes les évolutions fonctionnelles de notre cloud bancaire. Il y a 60 banques. Il y en a 26 au niveau européen et il y a des banques françaises. Vous savez qu'on a un partenariat très particulier au niveau du cloud avec BNPP, puisque nous avons construit pour BNPP, en fait, la nouvelle génération de cloud telle qu'on l'a à Francfort et qu'on va l'avoir à Madrid, en mode privé pour BNPP. Voilà. Et puis, je dirais que nous avons des partenariats avec toutes les grandes banques françaises. Nous travaillons avec toutes les banques. Ok, vous avez commencé à l'évoquer. Quelle est la stratégie open source d'IBM? Puisqu'en 2019, vous avez racheté Red Hat, qui est le leader mondial du développement et de la distribution de logiciels open source. Pourquoi ce rachat? Oui, surtout que c'est un rachat qui, évidemment, a été beaucoup regardé parce que le montant de l'investissement, 34 milliards, était quand même très conséquent. Donc, ça ne date pas de 2019. En fait, ça faisait plus de 25 ans qu'on était très investi sur la partie open source, avec beaucoup de contributions, comme d'autres acteurs d'ailleurs. Je pense que c'est important et on continue. Mais la particularité, ça a été de considérer que le move to cloud, dont on parle énormément, finalement, il n'est pas simple et il exige une ouverture, cette notion d'ouverture. Ça, c'est vraiment notre credo. Ça fait quand même un certain temps qu'on a exprimé notre conviction architecturale en disant que les clients tireraient beaucoup plus de valeur dans des environnements hybrides et open. Voilà, c'est-à-dire que le lock-in nous paraît extrêmement dangereux. C'est dangereux par rapport à cette notion de liberté de souveraineté des clients dont on parle. Et dans des logiques réglementaires, un client qui ne peut pas faire marche arrière et passer sur un autre cloud, c'est aussi un problème. Donc, c'est là où ça a été extrêmement séduisant de regarder l'offre de valeur de Red Hat, et notamment cette couche OpenShift, qui en fait est devenue aujourd'hui, on peut le dire, la plateforme de référence. Il y a plus du double de clients maintenant sur cette plateforme, 3800. Et c'est assez extraordinaire parce qu'en fait, ça permet vraiment d'aller très vite dans le fait de bénéficier de toute cette innovation de services sans se préoccuper de savoir si c'est hosté dans le cloud privé, chez un infogéreur, dans une usine. On sort des contraintes propriétaires. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est qu'on a protégé le modèle de Red Hat, parce que Red Hat avait un écosystème très important, ce que l'on veut absolument respecter. Donc, il y a un Chinese wall sur le plan opérationnel entre IBM et Red Hat, et IBM a énormément investi pour développer de la valeur ajoutée dans ces technologies. Toutes nos technologies, en fait, ont une couche d'OpenShift, je dirais, sur le plan logiciel et la compatibilité avec tous nos matériels. Et de la même façon, les équipes consulting ont développé des practices très importantes pour accompagner les clients dans la modernisation des applications autour des technologies de Red Hat. Bon, il ne me reste plus beaucoup de temps, ça file très vite. Je voulais quand même vous faire réagir sur la question des talents, puisque pour être une pure entreprise de R&D comme IBM, il faut
énormément de compétences technologiques et on sait qu'on en manque. Quelle est votre stratégie là-dessus ? Je vais signaler quand même que vous êtes aussi au conseil d'administration du Syntec numérique en charge. Numéum, absolument. Numéum, pardon, oui maintenant. En charge du programme social formation et attractivité. Donc, quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place ? Et puis, parlez-nous aussi des femmes, puisque vous êtes une femme dans un monde d'informatique et que vos expériences n'ont pas toujours été si simples non plus. Donc, vous connaissez la problématique. Je suis d'accord, je peux témoigner. Non, mais je suis quand même assez enthousiaste et confiante, je dirais, simplement. Ce qui me paraît important, c'est de se regrouper. C'est pour ça que, personnellement aussi, je m'investis dans Numéum. C'est que ce côté mutualisation, si vous voulez, mobilisation un peu de tous les acteurs, je pense que ça, c'est extrêmement vertueux et indispensable. Donc, la bonne nouvelle, c'est que le numérique est un secteur créateur d'emplois. La projection que l'on a entre les acteurs du numérique et les donneurs d'ordre, entre 2017 et 2027, c'est 232 000 emplois créés. Donc c'est énorme. D'un autre côté, ce qu'on sait, c'est qu'on a des pénuries et beaucoup de tensions sur le marché. Donc, et puis, on se dit aussi qu'il y a sous cette dimension d'inclusion, parce que quand vous avez un secteur d'activité qui est créateur d'emplois, il faut tendre la main et aller chercher des jeunes qui se sont peut-être un petit peu perdus ou qui pourraient se perdre en route et profiter de cette voie-là. Donc ça, c'est notre programme PITEC, qui est un programme à l'origine internationale d'IBM, qu'on a lancé en France. Et je suis ravie parce que les écoles PITEC. Les écoles PITEC, voilà. Donc aujourd'hui, il y en a 5. L'objectif est de passer à l'échelle avec l'aide du ministère de l'Éducation nationale et puis d'autres acteurs autour de Numéum. Voilà, donc ça PITEC, ça me paraît très important. Je pense qu'il faut remonter un petit cran plus loin. En amont, c'est la 3e. Donc en fait, on est en train de pousser les feux sur l'ouverture de stages dans les entreprises du numérique et pour IBM. Donc clairement, nous, on a changé notre approche pour avoir beaucoup plus de jeunes en 3e. Là, on veut vraiment une attention particulière sur les jeunes filles parce que si on arrive à être à parité déjà sur les 3e qui viennent nous voir et dans PITEC, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on se donne plus de chances après, si vous voulez, d'avoir plus de vocations, même si ça ne traite pas le sujet des ingénieurs. On va devoir s'arrêter là, je suis désolée, voilà. Merci beaucoup. Bon. Donc beaucoup de chantiers, on aura le temps d'en reparler, vous êtes en plein dans cette restructuration. Merci beaucoup d'être venu nous expliquer ce qu'était IBM aujourd'hui, IBM France aussi en particulier. Béatrice Kozowski, la présidente d'IBM France. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est l'heure de votre rendez-vous avec l'espace. On va parler de l'actu autour de l'Ukraine. Moi, je vous souhaite un excellent week-end en attendant. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Comme tous les mois, aujourd'hui, c'est une émission dédiée à l'actualité spatiale, particulièrement à l'actualité qui concerne aujourd'hui la guerre en Ukraine qu'on va traiter avec nos invités à distance. Voilà une semaine que la Russie est entrée sur le territoire ukrainien, un conflit dont les répercussions économiques et diplomatiques sont à prévoir en Europe, mais aussi dans le monde entier. Répercussions qui n'épargnent pas le secteur spatial. Alors je vous propose 2 parties aujourd'hui dans cette émission. D'abord, nous écouterons Jean-Daniel Testé, PDG d'OTA et ancien commandant de l'interarmée de l'espace. Le conflit pourrait-il ou pas se déplacer dans l'espace ? Nous lui poserons la question. Ensuite, Eric Botlander, journaliste spécialisé espace, sera avec nous en 2e partie d'émission. Ensemble, nous ferons le point sur les conséquences précisément sur l'industrie spatiale, sur cette fameuse prise d'otage de la constellation OneWeb. Nous reviendrons en 2e partie d'émission sur tous ces sujets, mais aussi sur Ariane Espace et la fusée Soyouz. Mais tout de suite, on va commencer notre émission avec notre invité qui nous a rejoint, Jean-Daniel Testé. Je rappelle que vous êtes PDG d'OTA, ancien commandant de l'interarmée de l'espace, spécialiste donc de la stratégie militaire spatiale. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que l'espace, d'une manière ou d'une autre, prend déjà part à ce conflit aujourd'hui en Ukraine ? Alors forcément, je pense que l'espace est utilisé des 2 côtés, on va dire, ou de tous les côtés. Aujourd'hui, ça a été médiatisé. La société Maxar américaine qui fait de l'imagerie a distribué, en particulier, je pense que la dernière distribution a été particulièrement vue par beaucoup de monde. C'était le fameux convoi russe qui descendait du nord vers Kiev, et donc qui a été diffusé sur tous les réseaux. Donc on voit très bien qu'aujourd'hui, l'imagerie spatiale en particulier fait partie du conflit, est partie prenante du conflit. Après, effectivement, les Russes ont depuis de nombreuses années, c'est une puissance, la Russie est une grande puissance spatiale, donc s'appuie sur ses moyens spatiaux pour
je dirais, contrôler des opérations et diriger des opérations comme n'importe quelle autre nation moderne de nos jours. Donc aujourd'hui, la Russie dispose de 165 satellites au total, tout confondu, civils et commerciaux. Les militaires, c'est un peu plus d'une cinquantaine, avec toute la panoplie que l'on connaît habituelle, c'est-à-dire de la navigation un peu comme le GPS, donc c'est le système GLONASS russe qui a été modernisé ces derniers temps et qui maintenant est pleinement opérationnel, donc ça représente un peu plus d'une vingtaine de satellites. Après, il y a des satellites d'observation et de recueil d'informations, là il y en a un peu plus d'une dizaine, et puis ensuite, bien sûr, des satellites de télécommunications. Donc tout le panel est là pour supporter les troupes au sol, et je pense que sans avoir d'informations directes, mais une opération moderne aujourd'hui ne se conduit pas sans support spatial, et tout est en place pour que ce support spatial soit fourni aux forces en présence. Et du côté de l'Ukraine, quels sont les moyens en termes de dispositifs spatials, que ce soit d'ailleurs en termes d'imagerie depuis l'espace ou de systèmes d'écoute, de surveillance, quels sont les moyens de l'Ukraine ? Alors l'Ukraine est n'est pas une puissance spatiale à proprement dit. Ils ont une industrie spatiale, mais qui est plutôt dans le domaine des lanceurs. Ça, je pense que vous en parlerez dans la deuxième partie. Donc, ils sont plutôt dans ce créneau-là. En ce qui concerne le soutien spatial aux opérations et aux militaires, l'Ukraine n'a pas de capacité à proprement dit. Donc, je pense qu'ils doivent s'abonner à des services commerciaux pour les télécommunications, pour l'observation, on en a parlé tout à l'heure, et pour la navigation, je pense aussi. Ils sont abonnés à des services commerciaux qui sont accessibles, je dirais, à n'importe qui sur la planète aujourd'hui. Est-ce qu'on peut imaginer que la France ou d'autres pays européens fournissent leurs services d'imagerie spatiale ? Alors, les entreprises commerciales qui distribuent des données spatiales, vous avez des entreprises de télécom comme Intelsat, Eutelsat, Inmarsat, etc., qui sont Iridium, qui sont des sociétés privées qui distribuent des services de télécommunication. Donc, il n'est pas exclu. Elon Musk a récemment médiatisé lui aussi, qui mettait à disposition la constellation Starlink, qui était opérationnelle au-dessus de l'Ukraine. Donc, vous voyez, tout ça, aujourd'hui, c'est des services privés. Oui, constellation de communication sécurisée, il faut le rappeler, l'idée, c'est d'avoir une communication sécurisée à haut débit, donc pour permettre à l'Ukraine de rester en contact, en fait. Alors, je ne pense pas aujourd'hui que la communication Starlink, en particulier, soit particulièrement sécurisée. Parce que ce sont des dispositifs qui sont offerts, je veux dire, à n'importe quel client dans le monde. Donc, il n'y a pas de sécurité qui ne soit, surtout dans un conflit avec un pays comme la Russie, il n'y a pas de sécurité particulière, un niveau de sécurité, à mon avis, suffisant. Pour là, je m'avance un petit peu. J'ai pas de certitude, j'ai pas étudié le dossier, mais je ne pense pas, étant un service commercial, que Starlink dispose de systèmes très élaborés de protection des communications. En tout cas, pas élaborés autant que peuvent l'être des communications militaires à proprement dit. Oui. Alors, quelle serait la prochaine étape ? Parce qu'évidemment, on a tous en tête le tir anti-satellite russe qui a été réalisé. C'était un essai seulement, alors en novembre. Et lorsque la Russie a réalisé ce tir, il y a eu beaucoup de bruit. Non seulement parce que ça créait beaucoup de débris spatiaux, mais parce que ça rappelait cet aspect Far West, cow-boy de démonstration de force en termes de technologie spatiale. Donc là, c'est un laser qui a détruit un satellite qui était russe, il faut le préciser. Est-ce qu'on peut s'attendre demain à voir la Russie détruire des lasers européens ou américains ? Bon, honnêtement, je ne pense pas que la Russie s'amuse à ça. Moi, j'ai été surpris, pour dire clairement les choses. Jusqu'à présent, je veux dire, la Russie, qui est, comme je l'ai dit, une grande puissance spatiale, et je dirais la première, puisque chronologiquement, c'était la première, et donc ont quand même une expérience dans le domaine. Et donc, jusqu'à présent, une certaine retenue dans la mise en œuvre du spatial. J'étais très surpris et j'étais dans une conférence quelques semaines avant à Lyon et je disais qu'à mon avis, les Russes ne s'amuseraient jamais à faire ce que les Indiens ou les Chinois ont fait. Bon, je me suis planté parce que, pour dire un petit peu le contexte, parce que je ne pensais pas qu'effectivement ils soient capables d'aller produire des débris eux-mêmes, étant pleinement conscients de ce que ça provoquerait. Donc j'ai été surpris par cet essai russe, comme beaucoup d'autres dans le monde, peut-être un peu moins côté de certains autres côtés, parce qu'ils devaient le suivre de façon beaucoup plus précise que je ne peux le faire dans la position que j'occupe aujourd'hui. Mais en tout cas, je pense que... moi, j'ai été surpris. Donc, il faut remettre ça dans un contexte plus général de dialogue stratégique. C'est-à-dire que c'était une démonstration de force, comme vous l'avez dit, pour démontrer concrètement la capacité, mais vraiment, et médiatiser cette capacité. Aujourd'hui, on n'en est plus là.
Bon, aujourd'hui, on n'en est plus là, mais on n'en est pas là non plus. Je dirais je ne vois pas de raison, même si certains ont fantasmé. Alors, je me plantais encore, comme je vous l'ai dit, je me suis trompé sur les Cérus, donc je peux encore me tromper. Je ne suis pas devin, mais je me demande qui c'est qu'il est aujourd'hui, sur cette situation qui évolue de façon un peu, je dirais, inhabituelle. Donc, je veux dire simplement qu'il n'y a aucun signe aujourd'hui qui montre que les Russes soient dans un dispositif où ils iraient abattre des satellites. Et malgré qu'ils aient fait cet essai, je continue d'être persuadé qu'ils savent que ce serait une connerie énorme parce qu'ils ont des satellites, comme j'ai dit tout à l'heure, dans toutes les orbites. Donc aller produire des débris sur les orbites, des débris supplémentaires sur les orbites dans lesquelles ils ont des satellites, c'est aussi mettre en danger ces satellites-là. Donc je pense qu'ils ne sont pas bêtes non plus à ce point-là. On va terminer là-dessus. En ce moment a lieu l'exercice Astérix, qui est donc un exercice de simulation de situation de crise dans l'espace, concernant la France ou un allié de la France. Donc ça, c'est les scénarios qui sont envisagés. C'est le deuxième exercice aujourd'hui. Il se fait, je crois, en partenariat avec les États-Unis sur ce sujet-là. En tout cas, c'était le cas l'année dernière. C'est quand même assez fou en termes de timing de se dire qu'on est en plein exercice de simulation de crise dans le secteur spatial et qu'on a un conflit au cœur même de l'Europe aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Est-ce que c'est au cœur, j'imagine, de toutes les... Il faut dire que c'est que les deux événements ne sont pas du tout liés, puisque l'exercice Astérix, comme vous l'avez très bien dit, est annuel et il était planifié de longue date à ce moment-là. Donc le conflit ukrainien est venu se rajouter. Donc c'est peut-être lui qui est... Enfin, je ne dis pas qu'il est en rapport avec l'exercice Astérix, au contraire, pas du tout. Après dans le contexte, je dirais que comme l'année dernière, mais avec un niveau, je dirais, encore plus élaboré, puisque tous les ans on progresse. L'année dernière, c'était le premier, donc comme souvent, on débroussaille un petit peu le terrain, on fait des bêtises et on les corrige la deuxième année. Donc, il y a des choses qui ne marchent pas parfaitement et donc on les corrige. Donc le deuxième vient et est beaucoup plus élaboré, beaucoup plus perfectionné et traite d'un panel de scénarios qui sont très complets et très complexes. Est-ce qu'ils sont proches de la réalité qui aujourd'hui rattrape un petit peu le secteur spatial? Comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, il n'y a pas de signe tangible qu'il y ait de l'activité particulière, à part l'activité habituelle, c'est-à-dire que le louche Olympe que l'on connaît, qui se balade depuis 2017, il continue sa balade. Bon, je dirais c'est de la routine, quoi. Donc, mis à part ce type d'activité, il n'y a pas forcément, à ma connaissance, mais une fois de plus, je suis prudent, je ne suis plus dans les opérations et parfaitement au fait des choses. Mais ce que j'en vois de l'extérieur, je ne vois rien, aucun signal en fait qui montre que les Russes ont envie aujourd'hui d'élargir le conflit à l'espace. Donc les scénarios qui sont traités dans le cadre de l'exercice Astérix, c'est des scénarios génériques qui visent surtout à entraîner les personnels et à entraîner toute la chaîne de décision nationale à la prise donc, de décision et à l'opération. En cas des fois que nos satellites soient menacés. Voilà un petit peu le contexte. Oui, c'est important c'est important de rappeler qu'on n'est pas encore en situation de guerre dans l'espace. Voilà, c'est important de conclure là-dessus avec vous, Jean-Daniel Testé. On espère effectivement que ces exercices préparés avec Astérix n'auront pas à être mis en œuvre, en tout cas le plus tard possible, si ça doit arriver. Merci beaucoup, Jean-Daniel Testé, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions aujourd'hui dans Smart Space. Je rappelle que vous êtes le PDG d'OTA et ancien commandant interarmé de l'espace. On va poursuivre dans notre émission aujourd'hui. Effectivement, les tensions ne sont pas celles qu'on aurait pu imaginer dans l'espace, mais ici sur Terre, au niveau de l'industrie, les tensions commencent à se faire sentir. Plusieurs annonces sur lesquelles on va revenir. Au niveau spatial, évidemment, il y a le sujet de la fusée Soyouz. La Russie a déjà annoncé le retrait des équipes de la base de lancement de Guyane et l'interruption des lancements russes depuis Kourou. Le projet d'exploration martienne ExoMars, lui aussi, va être mis en suspens, pas officiellement, mais dans les faits, c'est effectivement ce qui va se passer. Et puis l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale russe, est-ce qu'elles vont réussir à maintenir de bonnes relations malgré ce conflit, alors que, historiquement, le secteur spatial est toujours resté neutre? Alors, pour parler de tous ces sujets, nous avons avec nous Eric Botlander, qui nous a rejoint, journaliste spécialisé espace. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. J'ai évoqué un petit peu les problématiques qui vont aujourd'hui concerner
l'industrie du secteur spatial. On peut commencer par celle qui fait le plus de bruit depuis quelques heures. C'est celui de la constellation OneWeb qui est prise en otage d'une certaine façon aujourd'hui par l'agence russe Roscosmos. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les enjeux? Constellation OneWeb qui est donc une constellation de satellites anglaises qui devait être desservie, en tout cas mise en orbite par la Russie. Racontez-nous. Alors OneWeb, c'est avant tout un opérateur de satellites. C'est un opérateur qui offre des services de connectivité Internet via une grande constellation de plus de 600 satellites. Alors aujourd'hui, il y en a 400 qui sont en orbite et il en reste 180 pour terminer en gros le maillage autour de la Terre. Et ces satellites sont envoyés par grappe, c'est environ 34 ou 36 satellites par lancement. Et ces lancements sont effectués via des fusées Soyouz qui sont envoyées soit depuis le centre spatial guyanais, soit depuis Baïkonour, soit depuis le site russe de Vostochny. Et ces fusées sont commercialisées via Arianespace. Donc, il reste aujourd'hui 5 lancements à effectuer pour environ 180 satellites. Et le problème, c'est que au niveau du calendrier, l'invasion de l'Ukraine par la Russie est arrivée au moment où une de ces grappes de 36 satellites est arrivée sur son pas de tir. Donc la fusée a été emmenée sur son pas de tir hier. Et le problème, c'est que c'est hier que Roscosmos, par la voix de son directeur général Dmitry Rogozin, a commencé un petit peu à négocier, à revenir sur ces conditions pour pouvoir envoyer cette constellation en orbite. Donc si je résume les exigences de Roscosmos, c'est de dire ok, on va lancer OneWeb, mais à une condition, que l'Angleterre sorte du board de OneWeb. Alors il faut à la fois que OneWeb puisse prouver que ces satellites ne seront pas utilisés pour des objectifs de défense. Donc ça déjà, ça va être assez difficile parce qu'ils offrent en gros un accès à Internet. OneWeb n'est pas forcément responsable de ce que font ses clients avec cette connexion et ne va probablement pas d'ailleurs donner la liste de ses clients à Roscosmos. Je ne pense pas que ça puisse se faire. Et puis la deuxième condition, ce serait effectivement que l'Angleterre, le Royaume-Uni, qui est actionnaire de OneWeb à hauteur d'environ 40%, cède ses parts, puisque la Russie et le Royaume-Uni sont en France en ce moment. Le secrétaire général de ces questions de transport au Royaume-Uni a affirmé hier qu'il n'était pas question que le Royaume-Uni cède ses parts. Et donc la crise continue. Le lancement est toujours pour le moment prévu vendredi, mais tout le monde s'attend à ce qu'il soit annulé au dernier moment. On sent quand même une montée en tension entre les relations entre les différentes agences aujourd'hui. Et il faut dire que le directeur de l'agence Roscosmos, ça fait beaucoup parler de lui, notamment sur le sujet de l'ISS, avec un tweet où il menace en fait carrément de désorbiter l'ISS. Clairement, c'est dans les faits à peu près possible, même s'il y a quand même extrêmement peu de chances que ça arrive, puisque c'est la Russie qui réorbite tous les jours un petit peu l'ISS pour qu'elle ne soit pas attirée vers la Terre. Quand on a une escalade comme ça, est-ce que c'est crédible déjà? Et qu'est-ce que ça dit des relations pour la suite entre les agences européennes, américaines et russes? Alors le problème, effectivement, depuis le début de l'invasion, il y a des sanctions d'un côté, il y a des contre-sanctions de l'autre. Il y a beaucoup d'affirmations, il y a beaucoup de colère aussi, on le voit chez le directeur de Roscosmos. Après, c'est quelqu'un qui est très impliqué vis-à-vis de la politique russe, parce que c'est un ami de Vladimir Poutine. C'est quelqu'un qui était déjà visé par des sanctions en 2014 après l'invasion de la Crimée. C'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. Il recommandait quand même, lors de la première crise ukrainienne, aux Américains de monter sur l'ISS en trampoline. Donc c'est quelqu'un qui est rapide, qui est un petit peu le Elon Musk du Twitter russe. Et donc oui, c'est vrai que les rapports de force ne sont pas les mêmes en fait. On verrait jamais le directeur de l'ESA faire ces déclarations. Non, c'est sûr là, que c'est pas... c'est Là, il y a un rapport très lié avec le dirigeant de la Russie qui est Vladimir Poutine. Donc il y a un enjeu très militaire dans ces déclarations. Il y a un enjeu qui est très martial, mais c'est parce que le rôle de Roscosmos couvre aussi les lancements qui sont militaires. C'est pas un petit peu comme l'ESA qui ne s'occupe que du programme civil, ou
ou la NASA par exemple aux États-Unis qui ne couvre que le côté civil. Donc c'est quelqu'un qui a des pouvoirs beaucoup plus étendus, qui a des responsabilités beaucoup plus étendues et qui aussi est très aligné sur la politique de la Russie. Après, est-ce que ces menaces sont crédibles? Certaines ont tout de suite été mises en place. Par exemple, l'annulation des vols de Soyouz depuis le centre spatial guyanais en France. Oui. Il a même retiré ses équipes. On peut rajouter cette information. 87 personnes sont parties, ont quitté la Guyane alors qu'elles travaillaient sur la base de lancement de Kourou en Guyane. Donc c'était une décision à effet immédiat. Donc ça va avoir quand même beaucoup de conséquences aussi. Sur Ariane Espace, revenons sur cette industrie-là avant de terminer. Ariane Espace, finalement, c'est elle donc, qui industrialise aussi, qui commercialise les vols de la fusée Soyouz. Ça représente à peu près la moitié de son carnet de commandes en 2022 d'annulation de vols. Est-ce qu'on peut chiffrer une telle situation, en fait, hein? Alors on ne connaît pas évidemment le montant des contrats pour Ariane Espace, mais c'est sûr que ça aura un impact conséquent. Bon, pour le moment, Ariane Espace s'est très peu exprimé depuis le début de la crise et je pense que c'est plutôt une bonne chose. Mais c'est sûr que ça aura un impact conséquent parce qu'il y avait les vols commercialisés par Ariane Espace pour, par exemple, OneWeb. Donc ça représentait déjà 5 lancements. Il y a ceux qui étaient opérés par Ariane Espace depuis la Guyane pour d'autres opérateurs, notamment l'Union européenne avec les lancements Galileo. Donc il y aura un impact qui sera significatif, surtout si la crise se poursuit. Alors, c'est quand même extrêmement étonnant. On a parlé de l'ISS, on a parlé de la désorbitation. L'ISS, jusqu'alors, ça a toujours été un lieu de cohabitation internationale, un lieu neutre qui n'a jamais pris part aux questions politiques. Aujourd'hui, on a vu ensemble les déclarations de Roscosmos. Comment ça se passe à l'intérieur de l'ISS? Est-ce que ça a des conséquences déjà sur la vie et les activités dans cette station spatiale internationale? Alors sur la vie de tous les jours, c'est très peu probable parce que les équipages sont quand même ce sont avant tout des collègues, des amis, des gens qui s'entraînent ensemble, qui ont passé, là en l'occurrence, déjà plus de 3 ou 4 mois ensemble sur l'ISS, mais qui en plus se sont entraînés ensemble au sol, donc qui se connaissent. La plupart du temps, ce sont des amis de très longue date. Et donc, on peut dire que les activités pour le moment de l'ISS n'ont pas été changées. Il n'y aura pas d'impact à très court terme, et d'ailleurs, on le voit, la NASA et Roscosmos cherchent à quand même essayer de sauvegarder cette coopération qui est la plus importante, en tout cas en orbite aujourd'hui. Et pour l'avenir de l'exploration spatiale aussi, surtout une semaine après le sommet du spatial, on le rappelle, où beaucoup de questions d'ambition européenne et internationale au sujet de l'exploration spatiale humaine et habitée ont été mises sur la table, en espérant que ces conflits n'abîment pas trop les ambitions européennes aujourd'hui. Merci beaucoup Eric Bottlander, journaliste spécialisé espace, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions dans Smart Space. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette édition spéciale Actualité de l'espace, dédiée en particulier au conflit qui oppose aujourd'hui la Russie et l'Ukraine. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très vite sur Bismart. Bon week-end.